bonjour à tous. Je suis très heureux de présider cette séance aujourd'hui. Je vais, sans attendre, pour ne pas avoir de problème de délai comme hier, donner la parole tout de suite au professeur Jeannot Schmitt, qui est professeur de médecine interne à Clermont-Ferrand et chef du service des urgences de Clermont-Ferrand. Donc, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, je préfère rester debout parce que je n'aime pas trop le côté figé assis. Enfin, c'est pas tout à fait ma personnalité. Donc, merci à Marie-Elisabeth de m'avoir invité. J'aurais peut-être pas dû accepter d'ailleurs, parce que c'est un sujet comme ça, là, on donne le titre, bah oui, mais bien sûr, c'est facile et tout ça. Et je ne suis pas sûr de répondre à vos attentes. Donc, je vais essayer de faire au mieux. Prenez-le comme un témoignage et pas du tout comme un travail scientifique. Enfin, donc, tous ceux qui sont déçus à l'avance ont le droit de sortir parce que mon parcours, enfin, je suis universitaire depuis 92, donc d'abord chef de clinique, puis maître de conférence, puis professeur des universités, d'abord en thérapeutique, médecine interne, et depuis 99 en médecine d'urgence. La médecine d'urgence est comment dirais-je, un exercice médical qui n'était pas une spécialité médicale jusqu'en 2017, reconnu en 2015, appliqué depuis 2017. 2017, c'est il y a 6 ans. Et en fait, je me bagarre avec mes collègues depuis 2001-2002 pour construire cette spécialité. Et c'est probablement un des aspects de ce que j'ai pu construire et transmettre, et pour lesquels les gens ont une reconnaissance, et où probablement je fais valeur d'exemple à travers mon engagement. Voilà. La discussion, mais je pourrais probablement apporter d'autres éléments si vous le souhaitez. Alors, comme ça, au fil de l'eau de ma présentation, quelques définitions, parce que ça, c'est ce qui est le plus facile. J'ai pris le titre, j'ai décomposé. Quelques éléments dans mon parcours, pas tellement individuel, mais mon parcours et mon vécu professionnel, à travers ce que je vivais il y a 30 ans quand j'étais enseignant et ce que l'enseignement et donc le système facultaire universitaire nous impose aujourd'hui et pour moi casse entre guillemets cette dynamique de cette chaîne de transmission d'humain à humain. Il y a un truc qui s'appelle l'ordinateur qui s'est mis entre les deux et qui pour moi est plutôt source de confusion et peut-être même d'échec. Et puis, pour finir, je dirais quelques mots sur l'illusion. Alors, vous voyez, j'ai mis l'illusion trouve sa place facilement parce qu'effectivement, on peut faire des grands discours et puis ne rien tenir derrière. Pendant le grand discours, vous êtes toujours écouté. Après, les gens ne viennent pas forcément vous voir pour dire qu'ils sont déçus. Ça n'a pas été ma vie. En tout cas, il me reste encore un peu de vie professionnelle, mais c'est pas ma vie, ça. Ma vie, c'est je prends un engagement, j'essaie de construire quelque chose avec à plusieurs, parce que seul, c'est une illusion aussi. Et je tiens l'engagement et je préfère faire moins, mais faire, plutôt que de vendre du vent. Voilà. Alors, le passage de relais, puisqu'il est question de relais, on peut, et il y a des gens qui se contentent en fait juste d'assurer la continuité. Pour moi, c'est pas un passage de relais au sens vrai du terme, parce que on a des systèmes qui fonctionnent. Vous avez un responsable avec une équipe, c'est organisé, ça avance. À un moment donné, c'est votre tour, parce que le chef s'en va, donc il faut un autre chef, un autre responsable. Et puis, un jour, c'est votre tour de partir, vous partez, puis il y a un autre responsable. Ça, c'est ce que j'appelle la continuité, c'est-à-dire que tout est dans les clous et ainsi de suite. Apport personnel proche de zéro pour moi. Et valeur d'exemple, pour moi, il n'y en a pas, enfin, très, très clairement. Donc, vous aurez compris que ce n'est pas ma vision des choses, mais ces situations existent. Et en fait, j'observe ça dans le CHU, mais je l'observe aussi ailleurs.
Et vous avez comme ça des services qui étaient à un moment donné à la pointe, parce que celui qui y était valeur d'exemple, était suivi, il construisait. Et puis les autres qui ont fait la continuité, finalement, n'ont rien inventé. Et aujourd'hui, quand vous n'avancez pas, en fait, vous reculez. Et donc, bon, pour moi, c'est pas ça ce que j'entends par passage de relais. Il y a une autre façon de voir les choses, c'est une expression qu'on entend souvent en médecine, c'est faire école. Alors faire école, pour moi, c'est pas tout à fait. Alors c'est une forme de relais, mais c'est pas non plus celui que j'entends parce que c'est trop construit sur une seule personne. Et finalement, les autres sont des gens qui reproduisent le même schéma et n'ont pas forcément la place ou l'expression possible, puisque c'est l'école d'un tel, et donc on fait comme un tel. Donc alors personnellement, je ne vois pas le relais comme ça. Encore une fois, c'est mon approche, mon expertise, mon expérience et ma façon de voir les choses. Et puis le dernier élément qui est laisser trace, mais il y a d'autres solutions. Laisser une trace. Et je pense que c'est ça sur lequel moi je me base et je me construis. Alors c'est assez intéressant parce qu'il y a quelques temps j'ai été décoré de la Légion d'honneur, ce qui était avant tout une fierté pour le service et pour le pôle urgence, et bien sûr une fierté personnelle, mais parce qu'en fait c'est à travers cette remise de l'insigne, j'ai pu retracer, et j'ai pu aussi entendre, de la part d'autres, tout ce que j'ai fait, tout ce que nous avons fait au sein de l'équipe ensemble. Et je me dis, ben, le jour où je partirai, en fait, il y a quelque chose que j'ai construit, et j'ai mis des gens en place qui, derrière, construisent aussi. Et pour moi, c'est ça qui m'intéresse. Parce que j'ai pas envie de partir en fermant la porte en disant ils se débrouilleront. J'ai envie de partir avec une porte qui restera ouverte où je sais que ça continuera d'avancer. Alors l'illusion, vous voyez, quand on prend le dictionnaire Robert, interprétation fausse de ce que l'on perçoit. Voilà, je pense que on peut se limiter à ça. Et effectivement, être victime d'une illusion quand vous savez, quand on est médecin à l'hôpital, il y a de l'autre côté du docteur l'administratif ou l'administration. Et sur les 30 ans, on a tout vécu en réforme avec des docteurs qui voulaient tout, puis les administrations qui voulaient tout. Et puis on a dit, mais on va se mettre ensemble. Et puis en fait, ça marche pas, donc ça ne s'est pas installé. Voilà. On a créé des pôles. Le chef de pôle devait avoir la responsabilité partielle financière de la gestion et il devait pouvoir recruter des gens. Enfin, en fait, on n'a rien changé du tout. On a mis une couche de plus au millefeuille. Et quand la loi HPST est sortie, donc ça remonte à quelques temps, avec où c'était écrit la place de chacun. En fait, pour moi, on a été victime d'une illusion. Et d'ailleurs, très vite derrière, on nous a donné des réponses contraires en disant ben, ça, on ne peut pas le faire, ça, on ne peut pas encore le faire, ça, on ne le fera pas. Alors que quand on lisait le texte, en fait, tout était prévu. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui travaillent, qui réfléchissent, qui prévoient tout. Et puis finalement, c'est pas possible. Et donc, c'est l'illusion, des illusions professionnelles. Ça, j'en ai vécu quelques-unes. Je vois Pierre-Philippe qui est au fond, et je pense qu'il en a vécu quelques-unes aussi dans son métier. Et puis, vous voyez, la deuxième définition, c'est apparence dépourvue de réalité. Ben, finalement, ça, c'est un peu ça aussi. On voit quelque chose, on vous présente quelque chose, et en fait, ce quelque chose, vous imaginez plein de choses dedans qui finalement ne sont pas. Alors la réalité, c'est la deuxième définition, la réalité, c'est ce qui est réel. Bon, première définition, caractère de ce qui est réel, de ce qui existe effectivement. Mais c'est quand même écrit, et n'est pas seulement une invention et une apparence. Donc c'est un fait. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'important dans ce que je souhaitais transmettre. Je n'ai jamais souhaité transmettre des illusions. Ça m'a d'ailleurs coûté beaucoup, parce que quand on parle, on peut exprimer ce qu'on a envie de transmettre
donc est un passage, un message positif. Mais on peut aussi mettre les limites et dire ce qu'on ne transmettra pas parce qu'on ne peut pas le transmettre et parce qu'on n'a pas envie de transmettre une illusion. Et ma façon de faire a toujours été comme ça. Bon, voilà, je ne vais pas me réinventer, surtout pas maintenant. Et donc, quand on est entre illusion et réalité, je pense qu'on tous, à un moment donné, on est un peu entre les deux, mais vous avez beaucoup plus de reconnaissance de la part de votre équipe quand vous restez dans la réalité, même si la réalité n'ont pas augmenté mais diminué par rapport à de l'illusion qui est décevante et qui est toujours décevante. Après, on arrive à l'exemplarité. Alors, c'est toute la question, c'est être exemplaire, faire exemple. C'est toute la discussion. Et au début, j'étais beaucoup parti, enfin vous verrez les diapos, il y a beaucoup le mot de exemplaire. Et en fait, je pense que j'ai plus donné l'exemple que je n'étais forcément exemplaire. Parce que c'est très prétentieux de dire qu'on est exemplaire. Bon. Mais on peut servir d'exemple. Et je pense que on est plutôt là-dedans. Et sur une autre définition, vous voyez, le caractère de ce qui est exemplaire, c'est ce qui est destiné à servir de leçon en frappant les esprits par sa rigueur. Et alors, je vais y revenir sur le mot rigueur après, parce que je fais beaucoup de jurys de thèse, et j'ai fait à peu près 600 jurys de thèse, je dirigeais plus de 200 thèses d'exercice de médecine, hein, j'entends pas de thèse d'université, et j'ai dû faire 450 présidences de jury de thèse, et les internes aiment bien que je fasse la présidence de jury de thèse, parce que j'ai pour eux les mots justes, et pour la famille, parce que je vais toujours voir la famille après, et quand on fait une thèse, il y a toujours des remerciements, je vous lirai quelques extraits, et dans les remerciements, le mot qui revient le plus souvent me caractérisant, c'est dévouement, rigueur. Et ça, c'est très intéressant. Alors, c'est pas probablement que ça me flatte quelque part, mais bon, on a tous besoin d'être flattés. Mais c'est intéressant parce que finalement, c'est quelque part en accord avec ce que je souhaite être ou donner comme exemple aux autres. Alors, donc, comment faire preuve d'exemplarité voilà, le manager exemplaire se doit donc de montrer une passion, un dévouement constant envers son travail et les projets de l'équipe. Et très clairement, on nous demande souvent et logiquement, hein, dans un hôpital, de construire, de rédiger un projet de service. J'ai échangé avec Christine Jacomet sur le projet de service où en fait, on fait probablement bien, on écrit ça avec l'équipe et ainsi de suite. Et puis on le présente une première fois, puis une deuxième fois, une troisième fois. Et en fait, il faut se battre pour que ce projet qu'on a écrit ensemble, finalement, soit accepté parce que, finalement, il y a des éléments qui, pour l'administration, ne les intéressent pas trop, voire pas du tout, parce que derrière, il y a de l'argent, il y a des ressources humaines, il y a une organisation qui n'est pas forcément celle qui est prévue, enfin, et ainsi de suite. Et là où le manager, le chef, le responsable, vous l'appelez comme vous voulez, devient exemple, c'est quand il ne lâche pas le projet qui a été rédigé ensemble. C'est tellement facile de lâcher, et puis vous avez des professionnels en face qui peuvent vous faire lâcher. Hein, ils ont quand même fait l'école de Rennes et d'autres écoles, donc ce que nous, on n'a pas fait. En fait, nous, on a fait des études de médecine, et puis un jour, on nous dit... parce que probablement on a remarqué qu'on avait quelques valeurs, on devient chef. Voilà. Donc on peut faire chef, manager, responsable, tout ça, c'est voilà. Alors sur le parcours professionnel, comment devenir exemplaire, je me suis dit, mais c'est quoi mes repères, c'est quoi le milieu dans lequel je travaille, c'est quoi le public, parce que... Alors, pour ce qui est des repères, le premier repère, c'est le serment d'Hippocrate. Alors, je vais vous le donner en deux parties, je ne vais pas tout lire. J'ai mis en vert les éléments positifs, enfin ce que j'appelle positifs, et en rouge
ce qu'on ne doit pas faire, donc des éléments plutôt négatifs. Alors c'est assez drôle, si je puis dire, que dans le serment d'Hippocrate, on soit obligé d'écrire ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Bon. Et ce que je regrette le plus, et je le dis quasiment à chaque thèse, c'est qu'on ne lise cet écrit que le jour où on passe la thèse, c'est-à-dire après 10 ans d'études, en gros, 9 ans, 10 ans, 11 ans, ça dépend. Et les étudiants en 3e année de médecine, quand ils viennent en stage, je ne le fais pas toujours parce que je n'ai pas toujours le temps, en fait, j'imprime le serment d'Hippocrate et je leur demande de le lire chez eux le soir, et puis le lendemain, on en discute pour savoir ce qu'ils en comprennent. Ils sont en 3e année, ils n'ont jamais soigné qui que ce soit, et je trouve qu'on devrait, là aussi, en termes de valeur d'exemple, en fait, peut-être s'y intéresser plus tôt et accompagner les gens qu'on encadre à travers, finalement, ces éléments qui sont communs à tous, puisque notre doyen nous oblige quand même de faire signer le serment d'Hippocrate par l'interne qui l'a lu, et puis la procédure veut que l'interne qui passe sa thèse lise le serment d'Hippocrate. Donc finalement, travailler là-dessus pendant les études n'est pas scandaleux, plutôt que de le lire ou de le découvrir juste à la fin. Alors vous voyez, dans les éléments qui sont marqués, vous avez rétablir, préserver, promouvoir la santé, respecter, protéger, informer, confiance, donner du soin à l'indigent et à quiconque, enfin d'ailleurs il n'y a pas que l'indigent, on peut d'ailleurs se demander pourquoi il y a l'indigent et quiconque, on pourrait très bien donner du soin à tout le monde, enfin c'est bon, il y a encore quelques erreurs quand même dans le là. Et puis, vous voyez, dans la fin, la respecter, soulager. Et puis, il y a quelque chose qui est important, qui sont les compétences, parce que c'est quelque chose qu'on nous apprend pas bien quand on est enseignant, et c'est quelque chose qu'on ne fait pas très bien à travers la vie professionnelle, qui est le maintien des compétences. Alors c'est quelque chose pour lequel je lutte, là aussi, enfin nous luttons, parce que pas le seul, mais je suis actuellement le responsable du développement professionnel continu des médecins urgentistes en France. On a monté un outil là-dessus, et en fait, sur à peu près 3500 médecins qui sont inscrits à la Société française de médecine d'urgence, on en a un petit millier qui valident les obligations de développement professionnel continu, alors de manière officielle, hein, probablement qu'il faut autre chose quand même. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on est quand même entre l'écrit du serment d'Hippocrate, c'est vous devez maintenir vos compétences, et la réalité, je ne suis pas sûr qu'on y soit. Et quand on dit valeur d'exemple, j'abreuve, alors il ne faut pas en mettre trop, mais l'équipe régulièrement d'éléments nouveaux. Quand je vais à des congrès, quand je vais à des soirées, j'essaie toujours de faire un petit résumé ou un titre ou quelque chose pour qu'on avance ensemble, parce que finalement on se contente assez facilement de ce qu'on sait et puis de l'exercice. Et là aussi, c'est le rôle du manager. Il doit être l'exemple, celui qui avance tout le temps dans ses connaissances et dans ses compétences, et qui doit derrière tirer l'équipe. Voilà, je ne vous lis pas la partie négative parce que je la trouve de trop, mais probablement qu'il y a dans nos non-valeurs humaines des gens qui sont obligés de les lire pour qu'ils ne le fassent pas. Alors, qui sont mes exemples ? Parce que je pense encore une fois, je ne voudrais pas qu'il y ait une interprétation prétentieuse de ma part, mais il y a quand même des gens qui me disent que je suis un exemple pour eux, donc c'est probablement vrai. Mais pour devenir un exemple, il faut quand même avoir un passé d'exemple, parce qu'on peut pas, c'est pas impossible, c'est pas possible autrement. Et vous voyez, j'ai mis ceux qui m'ont forgé. Alors je vous racontais une histoire très courte. C'était l'oncle de mon père qui était maréchal ferrant. Vous voyez, il forgeait. Et je me rappelle de mon père qui allait faire un outil là-bas. Enfin bon, hein. Et il a travaillé pendant 1h30 sur ce morceau de ferraille qu'il remettait au chaud, qu'il retapait. Tu vois. Moi, chaque fois qu'il avait fini de taper, j'avais l'impression qu'il avait fini. En fait, non, il le remettait pour encore. Et
ça, j'étais gamin, et je me dis, mais la vie, c'est dur quand même, hein, parce que pour faire quelque chose de bien, il faut y passer du temps, de l'attention, et ainsi de suite. Et je crois que c'est la première personne, indépendamment de mes parents, bien sûr, mais c'est la première personne qui m'a autant impressionné, je ne sais pas quel âge j'avais, peut-être une dizaine d'années, m'a autant impressionné en me disant, mais en fait, le bien faire son métier, c'est dur, quoi. Enfin, voilà. Et après, il y a tous ceux qui m'ont inculqué les valeurs, mais il n'y a pas que des professionnels, hein. Il y a tous ceux que j'ai observés, ceux que j'ai côtoyés, que ce soit des gens de la famille, que ce soit des gens parmi les amis, tout ça, qui m'ont inculqué ça. Et puis le dernier point, c'est que pour avoir envie d'avancer, pour transmettre, pour devenir un exemple, il faut quand même que les gens vous motivent et qu'ils croient en vous. Et moi, je me rappelle toujours le projet de la construction du service des urgences à Clermont-Ferrand, parce qu'avant que je ne prenne le service, en fait, il n'y avait pas vraiment de service d'urgence en France. Dans les hôpitaux, il y avait des portes, c'est la porte, on rentrait par la porte, et il y avait des médecins ou des internes, enfin bon, et après ça s'est professionnalisé, c'est devenu la médecine d'urgence une spécialité. Mais quand à un moment donné, un établissement vous choisit, l'établissement, des docteurs, mais aussi des administratifs, c'est que quelque part, ils croient en vous. Et s'ils croient en vous, alors soit ils ont besoin de vous, ce qui était de toute façon le cas, mais s'ils croyaient malgré tout, parce que j'avais écrit un projet. Et donc, quelque part, j'étais peut-être aussi un exemple pour eux, pour qu'ils me choisissent. Voilà. Et donc, quand je mélange tous ces éléments-là, finalement, c'est un peu comme le soir, là, avec le shaker, là, et on fait une boisson qui est assez agréable à boire, et avec tous ces éléments, on peut construire, enfin, je pense, son exemplarité, ou en tout cas, les moyens pour devenir exemple. Alors, je vais prendre 2-3 éléments. Un, c'est la faculté de médecine, 92, je suis chef de clinique, j'étais en train de passer la visite, ma patronne, oula, ça va vite, ma patronne, je plus que 5 minutes, ma patronne me dit il faut aller enseigner. Donc en fait, à l'époque, je suis allé enseigner, on enseigne très vite. Et en fait, on avait une grande liberté, et on avait une liberté, celle que j'ai là, c'est-à-dire qu'il y avait à la fois le contenu du cours, mais aussi il y avait un échange, un aller-retour, et ainsi de suite. Et puis les réformes arrivent, et 30 ans après, on nous dit vous n'avez plus le droit d'enseigner que les connaissances de niveau A, que les connaissances de niveau B, les connaissances de niveau C, c'est pour l'internat, c'est pour le deuxième cycle. En médecine d'urgence, au sens médecine de l'aigu et médecine grave, on avait 80 heures d'enseignement, aujourd'hui on en a 6. Voilà, donc bon. L'autre élément, c'est qu'on est passé de l'enseignant qui primait sur le contenu de l'enseignement à l'enseignement qui prime sur l'enseignant. Parce que maintenant, on enregistre tout, on ne sait pas si les étudiants le regardent, ils ont accès à des bases de données, on ne sait pas si les étudiants le regardent, et finalement, il n'y a plus d'explication de texte. Les étudiants ont beaucoup de connaissances, pas forcément beaucoup de compréhension de ces connaissances. Les services, l'hôpital, on avait peu d'étudiants, pas assez à l'époque, puisqu'on n'a pas assez formé de médecins. Aujourd'hui, on a le double, on est moins d'enseignants. Les étudiants, avant, étaient là pendant une demi-journée, pendant 3 mois. Aujourd'hui, ils sont là une journée entière, mais pendant 6 semaines en théorie, en pratique 5, voire 4. Et ce compagnonnage ou cet accompagnement qui ne se fait plus ou qui se fait mal, c'est probablement, pour moi, un grand frein pour être l'exemple, pas forcément être exemplaire, mais être l'exemple, parce que finalement, ces étudiants, on est quand même dans un colloque singulier avec le patient, et ça prend pas sur une diapo, enfin, je pense. Voilà. Les apprenants dans le service, ce que je viens de dire aussi, c'est que avant, notre interne était là du lundi au samedi, puis au vendredi. Et aujourd'hui, quand ils sont de garde, le lendemain, ils ne sont pas là. Et puis, ils ont une journée de formation obligatoire, et ainsi de suite. Et on a des internes qui, en théorie, sont là sur la semaine, et qui, en pratique, passent 2 jours, voire 3 jours. Donc, il n'y a plus du tout de continuité de soins, de prise en charge du patient.
patient d'ailleurs le signale. Mais en même temps, comment former un jeune à mesurer toutes les étapes de la prise en charge d'un patient quand finalement il ne vient qu'en pointillé. Et le paradoxe, c'est que le senior qui a mal appris la continuité quand il était junior devient celui qui fait la continuité après, comme si tout était décalé dans le temps. Et pour moi, c'est un vrai problème, parce qu'à l'époque, j'étais plus facilement l'exemple, que je ne le suis maintenant, puisque à l'époque, on était tous ensemble tout le temps. Et aujourd'hui, en fait, les seniors, les encadrants sont là, mais les apprenants ne sont pas toujours là. Les soignés dans le service, les malades avaient des séjours longs, on avait du temps à leur consacrer. Aujourd'hui, la T2A, c'est plus... Moins les malades restent longtemps, plus l'hôpital gagne des sous, et donc il ne faut pas qu'ils restent longtemps. Et du coup, on fait tout très vite, on n'a pas le temps des explications et tout ça, parce que être exemple pour les apprenants, c'est bien, mais être exemple pour les malades, c'est bien aussi. Et moi, je me suis toujours un peu forcé à faire les deux choses. Alors, suis-je exemplaire, preuve ou prétention? Ça, c'est 3 exemples de ce que j'ai trouvé dans des conclusions, dans les remerciements. Vous voyez, il y a le mot rigueur, dévouement. Je ne vous fais pas tout lire. De toute façon, les diapos, si vous les voulez, sont à votre disposition. L'autre élément, vous voyez, c'est, à un moment donné, c'est merci de m'avoir accepté. C'est assez intéressant. Voilà, il y a une certaine forme de reconnaissance. Vous avez toujours été là. Je trouve que c'est très, très fort. Et le respect. Et puis surtout, comme cette fille venait comme médecin après, elle s'est d'emblée inscrite dans la continuité. Je vous dis à lundi prochain. Et j'ai discuté avec elle hier soir, c'est une médecin qui travaille dans le service, et elle m'a dit qu'elle a mis un temps fou à écrire ces quelques lignes. C'est assez intéressant parce que et elle me dit, mais en fait, pour moi, vous êtes un exemple, mais je ne savais pas comment l'exprimer. C'est assez intéressant. Et après, il y a voilà, ces derniers, hein, encore une fois, vous avez le dévouement, là, l'implication, le rayonnement, et puis le bagage précieux que je transmets. Et à travers ça, c'est intéressant d'avoir un étudiant qui dit, mais en fait, vous m'avez donné un bagage. Je trouve, parce que quand on veut voyager, il faut quand même partir avec un bagage. Voilà. Et donc, quand on reprend, ou quand je reprends un peu tout ce que je retrouve, il y a le mot rigueur, le mot temps consacré, c'est-à-dire je suis toujours là. Et beaucoup le savent, quasiment les 3/4 des patients que je suis pour une embolie pulmonaire ont mon numéro de téléphone portable. Et le service m'appelle jour et nuit du 1er janvier au 31 décembre. Bon, je suis complètement fou, dirait mon épouse, d'autres aussi. Cette nuit, j'ai été appelé 3 fois pour 3 patients différents, mais ça ne me gêne absolument pas. Voilà. Et puis, la reconnaissance. C'est extrêmement important quand vous avez un chef, entre guillemets, qui est reconnu pour l'équipe, parce que c'est probablement un peu le Graal ou le niveau au-dessus. Voilà. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que quand je lis tous ces remerciements, je suis désolé que ça dure un peu, en fait, il y a des étudiants qui n'écrivent pas ça. Et ceux qui ne l'écrivent pas, c'est en fait ceux pour lesquels je suis simplement le président du jury, ou un membre du jury, c'est-à-dire ceux qui ne m'ont pas côtoyé. Et vous ne pouvez pas être exemple pour quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous ne formez pas, que vous n'accompagnez pas. Enfin, je pense pas. Bon, c'est comme ça. Alors, pour être exemplaire, je crois qu'il reste 4 diapos, là. Donc, c'est faire de son mieux, développer des compétences, les siennes et puis celles de l'équipe. Savoir se mettre à la place de l'autre, c'était ma plus grande difficulté. Et c'est la difficulté de beaucoup, parce que quand on a des connaissances et qu'on échange avec les étudiants, les internes, les infirmiers, on ne se rend pas du tout compte qu'ils n'ont pas les mêmes connaissances. Et ça, je peux vous dire que si vous voulez transmettre, il faut que vous vous mettiez dans les codes des autres et pas dans les vôtres. Et ça, c'est extrêmement difficile, et j'avoue que c'est ma plus grande difficulté actuelle, parce que les codes des jeunes ont changé, et c'est un vrai problème. Passez du temps sur le terrain, on vous reprochera toujours d'être absent, on vous reprochera jamais d'être présent, même si vous êtes, entre guillemets, chiant, ce que je suis de temps en temps, exigeant, tout ce que vous voulez, ça on ne vous le reprochera pas. Par contre, l'absence vous sera reprochée.
et puis être disponible parce que on peut comme ça faire avancer le train et pas regarder les feux rouges, ni les feux verts, ni les feux oranges, mais de temps en temps, il faut savoir écouter parce que on est parfois à côté. Un des médecins, là, Christophe Perrier, pour ne pas le citer, tout à fait au début, quand on construisait le pôle d'urgence, il m'a dit t'es une excellente locomotive, mais tu t'es pas rendu compte que les wagons étaient décrochés. Donc voilà. Donc à un moment donné, il faut raccrocher les wagons, et je trouve que c'était très très intéressant. Tenir ses engagements, j'en ai déjà parlé. Et puis le dernier point, qui est un point difficile aussi, quand on est un peu fier, un peu grande gueule comme moi, c'est reconnaître ses torts. Si vous ne savez pas reconnaître vos torts dans la construction de ce que vous souhaitez transmettre, en fait, vous risquez d'avoir des gens qui pensent que l'erreur n'est pas possible. Et puis de temps en temps, on se trompe. Et en même temps que vous écoutez votre équipe et que vous acceptez de dire que vous êtes trompé, ça vous permet de relancer la machine et de repartir. Voilà. Et je me fonde toujours sur deux citations que j'aime bien, qui est « Quand le sage montre la lune, l'idiot regarde son doigt ». Et je le dis souvent aux étudiants, j'ai dit mais non, arrête de regarder mon doigt. Alors il y a des explications autour de ça, parce que moi je voudrais l'emmener à regarder la lune comme je la regarde moi. Et c'est pas simple. Et je vous assure, on se trompe beaucoup de fois. Et l'autre, c'est quand on dit on peut pas plaire à tout le monde. En fait, c'est pour moi, on ne peut pas être exemplaire pour tout le monde, il faut l'accepter aussi, parce que voilà, il y a des courants de pensée différents, il y a des personnalités différentes et tout ça. Mais je pense qu'il faut se donner à fond pour ceux qui vous accompagnent, qui vous font confiance, il faut leur rendre tout ça. Et puis il faut accepter que d'autres n'ont pas envie d'être à vos côtés, ils ont envie d'être à côté d'autres et de penser autrement. Ben, c'est la vie. Et c'est quelque part aussi la démocratie. Enfin voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci pour ce très riche témoignage et pour cette très belle méditation sur la transmission. Je dois dire que c'est vrai que dans la médecine, et vous avez raison d'insister sur le serment d'Hippocrate, finalement c'est une des rares disciplines qui se pose dès son origine la question de comment transmettre, que faire de l'enseignement des maîtres, comment transmettre à leurs enfants, puisque c'était comme ça que ça se voyait à l'époque, et je trouve que c'était tout à fait intéressant. Alors pour discuter de ça, nous allons avoir deux modérateurs qui sont issus aussi du même domaine. D'abord Christine Jacomet, qui est chef de service des maladies infectieuses au CHU de Clermont-Ferrand et qui préside le comité de lutte contre les infections sexuelles et VIH Auvergne, et d'autre part Éric Laporte, qui est cadre de santé et chargé de mission à l'espace éthique Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc je leur laisse la parole à la fois pour réagir, disons, à la très belle présentation de Monsieur professeur Schmitt, pardon, excusez-moi, ça arrive. Et pour me donner la parole à la salle pour des questions. Peut-être qu'il vaut mieux prendre le micro. Ah oui, mais oui. Voilà. Bon, mais écoute, merci Jeannot, c'était très très impressionnant ton témoignage. Et en tout cas, tu mets en exergue. Je pense que tout le monde est d'accord, hein, pour vraiment concevoir une transmission, il faut qu'il y ait une tradition, il faut une autorité que tu représentes, donc j'ai l'impression pour beaucoup. Il faut de la discipline, ce que tu appelles rigueur, hein. Et puis il faut que celui qui écoute, le récepteur, ne soit pas en la vue-hier réfractaire, et donc qu'on l'estime, hein, qu'il ait confiance, qu'il puisse... que la transmission puisse se faire. Tu vois deux écueils aujourd'hui, j'ai l'impression, quand même, c'est le côté temporel. Les internes ne sont là effectivement que 3 fois par semaine, et de façon épisodique sur 15 jours, ça fait finalement 5 jours par semaine. C'est pas simple. Et puis un côté transgénérationnel. On a du mal, on n'a pas les mêmes codes, on a 2 générations, enfin voilà, pratiquement par rapport les générations maintenant, c'est 20 ans, même 15 ans, hein, tellement ça va vite. On est assez éloigné des plus jeunes. Et donc, tu vois ces écueils se pointer. Est-ce que tu penses que ces écueils vont prendre le pas, ou est-ce que tu fais vraiment confiance aujourd'hui à ce socle, l'exemplarité, enfin la tradition, la rigueur et le lien entre étudiants et maîtres?
La première chose, je pense qu'il faut qu'on prenne de la liberté par rapport aux contraintes qui nous sont imposées par les textes. La faculté de médecine, la réforme et ainsi de suite. Les étudiants étaient très pour et aujourd'hui ils sont très contre. D'habitude les étudiants sont toujours contre tout. J'étais étudiant, voilà, on est contre tout. Et en fait, cette réforme, ils étaient plutôt pour et ils se rendent compte qu'en fait ils perdent leurs repères parce que nous aussi on les a perdus. Et quand les deux perdent les repères, là, les choses ne vont plus. Ça, c'est le premier élément. Donc, il faut vraiment que les enseignants responsables reprennent la main, enseignent effectivement ce qu'on leur demande d'enseigner, mais il n'y a peut-être pas non plus une façon de faire. Vous êtes sur les rails, vous pouvez pas, il n'y a pas d'aiguillage. Moi, je pense qu'il faut faire autrement. L'autre élément pour les étudiants, et je vis la même chose en termes de gouvernance au sein du pôle urgence, il arrive un moment où il faut qu'on s'écarte et laisser, j'allais dire, la pleine liberté à ceux qui nous succèdent, donc les jeunes, parce qu'ils ont d'autres codes, mais on ne leur a pas donné les responsabilités non plus. Et en fait, c'est très paradoxal d'avoir... moi, j'ai une soixantaine de médecins qui travaillent dans le service. Sur la soixantaine de médecins, on est 5-6, entre guillemets, à diriger. Et puis, il y en a 50, 55 qui sont des collaborateurs, des suiveurs, et c'est normal que la critique soit là-dedans, d'abord parce qu'il y a au moins une quarantaine qui ont moins de 33, 35 ans. Hein. Et je dis toujours, mais moi je suis d'accord que vous preniez la main, mais écrivez votre projet, là. Devenez-vous, c'est quoi? Devenez-vous les constructeurs de la transmission de demain, quoi. Enfin, et puis devenez-vous l'exemple. Voilà. Ouais. Ça, c'est... Ouais. Je pense que pour les plus jeunes, on peut donner un exemple qu'on a pratiqué vraiment, c'est pendant le Covid. Bon, tout le monde a compris la rapidité d'apparition de la gestion de la pandémie par les médecins, enfin en tout cas par le gouvernement et les médecins. Il fallait s'adapter. Nous, enfin moi, en tant que personne plus âgée, je me suis dit voilà, ça va être hyper compliqué. Comment on va collaborer pour savoir comment gérer le service. Et très rapidement, les médecins plus jeunes du service ont dit c'est simple, WhatsApp. Et WhatsApp, on a fait un réseau WhatsApp urgence maladies infectieuses. Et en 15 secondes, on savait qui était aux urgences, qui devait monter dans le service, qui allait repartir en EHPAD, qui avait besoin de réanimation. Et tout était fléché en 10 minutes. C'était impressionnant. Et là, on a laissé effectivement les plus jeunes utiliser des moyens de communication qui ont fait qu'il n'y avait pas le téléphone qui était hyper bouché, toujours occupé à l'hôpital, vous savez très bien. On n'avait pas à savoir qui était où, etc. Et là, avec le réseau WhatsApp, tout a été assez exemplaire au siège de Clermont-Ferrand pour la prévention de cette maladie, en tout cas dans l'ensemble de l'hôpital. Voilà. Donc, moi, je pense qu'on peut être, comme tu dis, un peu défaitiste sur qu'est-ce qu'on a vécu avant, en termes d'heures, mais on voit pointer quand même, lorsqu'on laisse confiance, une émergence de l'interprétation de la médecine qui paraît très bénéfique. Oui. Merci beaucoup donc, pour cet exposé qui vraiment met en avant la vertu de l'exemple à laquelle je crois beaucoup. Et en plus, j'ai pu bénéficier du vôtre pendant au moins une dizaine d'années, donc c'était très parlant pour moi. Alors moi, j'avais un petit peu la même question sur les écueils, et je voulais revenir sur la phrase de Christophe sur raccrocher les wagons. Je pense que depuis hier, il y a une espèce de consensus qui se dégage sur le pourquoi transmettre. Je pense qu'on est un peu tous d'accord sur la nécessité de transmettre finalement. C'est une nécessité individuelle, mais éminemment collective. Les questions se posent plus sur le qu'est-ce qui vaut d'être transmis et sur le comment. Et justement, vous avez mis l'accent sur l'idée de laisser une trace avec ce que vous avez construit, mais aussi en mettant en place des gens qui vont construire derrière. Et je me dis, est-ce que une des questions fondamentales, c'est passe justement sur la motivation, c'est-à-dire comment susciter l'envie. L'exemple, il peut être apprécié, il peut être reconnu, et c'est pas pour autant qu'on va le suivre et le répéter entre guillemets. Et moi, je me dis, une des questions centrales, c'est toujours comment transmettre efficacement, de manière exclusivement bienfaisante,
dans le respect de l'autonomie et de la singularité de l'individu, c'est-à-dire, du coup, en offrant la possibilité de bénéficier de savoir, mais sans conditionner, sans imposer ou contraindre. Et je me dis, est-ce qu'il y a, on vient de parler des écueils, mais est-ce qu'il y a quelques leviers, sans parler de recettes bien sûr, quelques petits conseils sur lesquels on peut s'appuyer pour justement susciter cette envie de faire comme l'exemple, quoi, de le suivre. Alors, ce qu'on ne faisait pas, c'était de laisser du temps de réflexion sur ce point-là aux autres. On le fait un peu plus, probablement pas assez. Je m'explique, c'est que quand on avançait, en fait, le système il est construit de manière tellement pyramidale que c'est toujours les mêmes personnes qui sont interpellées. Bon, le chef, et puis éventuellement le sous-chef, mais voilà. Et si on veut avancer, nous on a créé, alors déjà les jeunes ils ont tous un groupe WhatsApp, donc ça échange dans tous les sens, mais ça nous on n'est pas informés parce qu'on n'est pas dans le groupe, mais on peut organiser de manière très, très formelle des échanges entre jeunes où on leur donne le contenu de la question posée. On ne leur donne pas forcément notre façon de voir comment on avancerait, parce que ça serait d'emblée les empêcher de penser librement. Et puis après, on se réunit et on valide. Alors, il y a toujours le rapport, malgré tout, l'ancien, on n'ose pas trop. Mais n'empêche que les jeunes, aujourd'hui, ils osent quand même. Ma grande difficulté, c'est dans les jeunes, qu'ils soient infirmiers ou qu'ils soient médecins, c'est qu'ils ont 3 vies. Ils ont une vie personnelle, strictement personnelle, égocentrée. Ils ont ensuite une vie familiale, amicale, sportive, ludique, enfin tout ce que vous voulez, mais plus ensemble, seuls, ensemble, et après il y a la vie professionnelle. Et je pense qu'ils ne veulent plus de notre vie professionnelle sacrificielle et ainsi de suite, mais ils n'ont pas conscience que c'est le seul moyen qui nous a permis de tenir le système pendant des années. Et je leur pose souvent la question, je dis, mais est-ce que vous avez réfléchi sur ce que vous ne voulez plus consacrer, faire et ainsi de suite en termes de temps? Comment vous allez, dans le temps que vous donnez à votre profession, régler ce que nous, on se posait pas la question. C'était du matin au soir, du soir au matin, et ainsi de suite. Et pour l'instant, j'ai pas les codes. J'ai pas les codes. Alors ça, c'est le premier élément. Et un deuxième élément sur lequel j'ai beaucoup de mal sur la relation médico-soignante, c'est que dans quelles que soient les spécialités, on est beaucoup passé sur la valorisation de l'acte. Je sais poser un cathéter, je sais intuber un malade, je sais, et ainsi de suite. Et en fait, on a mis complètement de côté la partie relationnelle. On agresse, moi j'agresse un malade si je lui mets un cathéter veineux. Hein. Par contre, quand je lui tiens la main pour qu'on échange, je ne l'agresse pas. Et nos étudiants, aujourd'hui, mais c'est plus à travers des objectifs pédagogiques, où cet objectif de je tiens la main au malade et j'échange, n'existe probablement plus, ou pas, ou à peine, en tout cas pas dans beaucoup de spécialités, alors que les objectifs, savoir mettre un cathéter central, savoir ponctionner une articulation, soit en machin. Est-ce que tu veux pas qu'on aille tous les deux voir Clavelou pour exposer DU relation soignant-soigné, l'inconscient et le conscient dans la relation médicale? Oui, alors la question posée, c'est est-ce que ce DU, il faut le faire avant de commencer les études de médecine ou après, quoi.